Bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance ici à l'Agassi. Je vais d'abord faire l'appel et puis après je passerai la parole, comme c'est la tradition, à Pierre Roussette, qui est premier adjoint au bien ici et qui nous parlera de sa commune. Guy Drougar. Oui, présent. Yves Commandou. Yves Josse. Présent. Eric Fautelet. André Piquet. Catherine Lamour. Yvon Coléo. Jean-Christophe Perrault. Loïc Hervy. Noël Collineau. Serge Chenet. Bien. Michael Piel. Paul Rodriguez. Philippe Anet. Vincent Coët. Pouvoir. Et Yvette Toussaint. Annie Solor-Moutel. Claudio Gelsic. Présent. Fabrice Genoël. Pierrick Lelièvre. Jacques Rocher-Pouvoir. Je l'ai vu tout à l'heure. Pierre. Pierre Roussette. Sophie Nicole. Jean-Claude Gabillet. Bruno Gitello. Absent. Donc Blanco Hercelin, excusez pour voir Bruno Gitello, c'est difficile, ce n'est pas là. Enfin, normalement, ça devrait aller. Christian Guillemot. Jean-Yves Lally. Daniel Huet, excusé. Alain, excusé pour voir Cécile Bournigal, c'est ça. Elle est là, Cécile? Oui. Bournigal, Cécile. Pierre Amoyer. Michel Martin, excusé. Thierry Guet. Odile Laura. Gaël Berthevas. Daniel Brûlé. Robert Emeraude. Isabelle Michel. Marie-Hélène Herry. Elle va arriver. Elle m'a envoyé un mail tout de suite. Marie-Hervé Geffroy, excusé pour voir André Piquet. Jean-Luc Madouas. Jean-Claude Rialin. Alain Marchal. Présent. Céline Olivier. Rémi Brûlé. Claire Marconi. Et Bernard Loiseau. Merci. Donc je passe la parole à Pierre. Merci Jean-Luc. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça, je n'aurais pas salué. Bien, je ne vais pas m'étendre sur la commune de l'Agassi parce que je suppose que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je vais simplement rappeler quelques agrégats. Alors, notre commune compte actuellement 4037 habitants suite à la fusion avec nos voisins de Glénac et de la Chapelle-Gastine au 1er janvier 2017. À la même date, tout le monde a créé de nouvelles communautés. La commune nouvelle devient donc ainsi la deuxième commune la plus peuplée après-guerre au niveau de nouveau territoire de sa précédente communauté. Cette nouvelle commune s'étend sur 3800 hectares avec près de 90 km de voirie. Nous avons pour servir notre population 45 agents publics, l'équivalent de 33 équivalents de temps plein. Aujourd'hui, sur la commune, nous avons eu 51 naissances, 52 décès, 12 mariages et 10 PAX. On a l'impression qu'on a beaucoup de décès, mais il faut savoir qu'on a une maison de retraite tous les habitants ne sont pas bien sûr résidents de l'Agassi. Une maison de retraite avec 156 lits actuellement. Et cette année, aujourd'hui également, on a délivré 39 permis de conduire. Donc on a un lotissement qui est... Permis de... On fait les deux chez nous. Donc, merci pour la reprise. Effectivement, 39 permis de conduire. Ah, de construire. Ah, et pourtant j'ai écrit construire. Bref. Je suis un peu tracassé parce que j'ai plus de points. Bon. Alors, au niveau scolaire, on a 1005 élèves sont scolarisés sur l'Agassi, entre maternelle, primaire et collège. On a 3 écoles privées, une école publique et un regroupement pédagogique intercommunal de 80 élèves, qui se situe avec Glénac, pas Glénac, mais la Chapelle-Gastine et Québec. Alors sur le territoire, a la chance d'avoir une brigade de gendarmerie, également une caserne de pompiers, qui sont bien utiles. La brigade de gendarmerie appartient bien sûr à la communauté de communes, pour laquelle nous payons actuellement un emprunt qui est couvert quasiment intégralement par la redevance que nous verse le département. Alors l'Agassi, c'est aussi un tissu économique dense avec des entreprises de taille internationale, telles le groupe Rocher, bien sûr, avec ses marques Rocher, Stanhope, Kiotis, Daniel Jouvence, Dr Pierre Ricot.
mais c'est aussi d'autres belles entreprises de taille intermédiaire, telles que Tech Inter, qui fabrique des transfos, qui ont une réputation nationale également, ensemble pour la restauration collective. Nous avons la chance aussi de bénéficier d'un tissu artisanal important, un pôle commercial dynamique avec 2 supermarchés, de nombreux commerces de détail et une œuvre de restauration abondante. Le territoire aussi a la chance d'avoir un ESAT, enfin c'est les ex-CAT, et également un atelier protégé pour l'accueil de nos travailleurs handicapés. L'ESAT pour des pathologies un peu plus lourdes, et l'atelier protégé pour des gens qui sont en période de souffrance, que ce soit psychologique ou physique. Donc actuellement, nous sommes en train de rénover nos équipements sportifs. Nous en avons de très nombreux, que ce soit au niveau du football, parce que nous avons pas mal de terrain, et également la rénovation de notre salle des sports. Nous avons aussi sur le territoire 2 ports, sur la Guessy et sur l'Énac, qui nous permettent d'avoir également des locations de bateaux électriques. Enfin, la commune dispose aussi d'un tissu associatif fort de 87 associations que nous soutenons fortement, puisqu'elles font partie de la dynamique de notre territoire. Elles organisent de belles manifestations, telles le festival photo, bien sûr, la fête des fleurs, les arts dans la rue, la fête de la soupe. Et comme vous le savez, bien sûr, nous avons aussi un village d'artisans d'art, riche par sa diversité des métiers qu'il représente, en lien avec la passerelle gérée par la communauté de communes. Enfin, un gros investissement qui est en train de se terminer sur la commune, même si ce n'est pas nous qui le portons, et le maire en étant quand même le président du conseil d'administration, nous sommes en train de créer une nouvelle maison de retraite de 150 lits. Et c'est donc un budget de 19 millions d'euros qui sera inauguré normalement courant du 2e trimestre 2019. Donc voilà en gros pour résumer les gros traits de la Guessy. Merci beaucoup. On va passer donc à la désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui, bien. Ok, approbation du procès verbal du 15 novembre que vous avez, donc c'était la dernière séance, qui est en annexe A1. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des gestions? Il n'y en a pas, donc je vais... Qui s'abstient sur ce PV? D'accord. Qui vote contre? Le reste, c'est favorable. Ensuite, on a dû vous remettre, parce qu'on était un peu en retard là-dessus, la liste des délibérations du bureau, parce que ça ne concernait que le bureau, il n'y avait rien concernant le président, qui concerne essentiellement un certain nombre de tarifs d'adhésion et qui ont été votés par le bureau. Vous avez ça en annexe A2. Donc c'est classique. Si il n'y a pas de remarques, je passe donc au point 4. C'est sur la candidature territoire zéro chômeur de longue durée. Donc l'État a lancé il y a déjà une expérimentation en la matière. Vous avez dû en entendre parler sur Pipriac. Et donc aujourd'hui, l'État lance un appel à candidature pour une seconde phase d'expérimentation. Donc ça s'adresse à tous les chômeurs de longue durée et domiciliés depuis 6 mois sur le territoire, c'est ce qu'on vous indique, et éventuellement en lien avec une collectivité pour leur proposer un emploi adapté à leur savoir-faire, pas forcément dans leur domaine de compétences, mais l'essentiel c'est qu'ils disposent d'une certaine dextérité. Alors, l'idée, c'est de leur proposer éventuellement un contrat sur des besoins qui existaient sur le territoire sans faire concurrence à ce qui existe sur le territoire. Je sais qu'il y a des emplois qui ont été créés à l'origine sur Pipriac au sein des collectivités, des nouveaux emplois au sein d'entreprises, et il y a possibilité de bénéficier pendant un moment du chômage tout en ayant une activité. Et là, on vous indique qu'il y a 1328 chômeurs de longue durée sur le territoire et que si le dispositif expérimental en était retenu, il serait testé pendant 5 années. Simplement préalablement et sans qu'on augure de ce qui se passera derrière, puisqu'il faut d'abord adhérer à l'association dont on vous parle là, puisque c'est une association nationale qui gère ce genre de dispositif, et on a
pour pouvoir candidater à verser préalablement une cotisation annuelle et à formaliser notre engagement dans la démarche par une délibération que je vous propose aujourd'hui. Si nous sommes retenus, derrière, ça reviendra d'abord en commission pour examen et ensuite en délibération si on suit pour voir ensemble le plan de financement. Donc voilà, mais je trouve qu'on a un effort à faire à destination de ces populations difficiles et pour l'instant, il ne s'agit que de candidater à un projet. Question, sinon, donc on sera amené à revenir vraiment en détail là-dessus. On a rencontré avec Luc et des collaborateurs le président de l'association locale de Pipriac, qui est prêt, si d'aventure nous étions retenus aussi, à nous aider dans cette démarche et à nous appuyer pour la mener à bien. Donc c'est un effort de solidarité qui est noble et qu'on pourrait aussi initier sur l'ensemble de notre territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'on rentrera dans le détail quand on aura vraiment le cahier des charges auquel on répondra, et qui sera avant, officiellement aussi, proposé au bureau. Donc je mets aux voix qui s'abstient. On s'engage pour une cotisation annuelle de 500 €. C'est tout. C'est tout. Pour pouvoir candidater. Pardon? Et pouvoir candidater, donc il faut une délibération qui dise cela et qui accepte qu'on candidate. Et après, on aura validé et on pourra toujours revenir en arrière si on n'est pas d'accord. Donc je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, à l'unanimité, je vous remercie. Le deuxième point concerne des demandes exceptionnelles de subventions. Alors on en a discuté l'autre jour en bureau. J'ai laissé à l'ordre du jour cette question. Donc ça concerne deux demandes. Une demande du Festival des artisans d'art et Salon du modèle réduit à Lisieux, qui a généré un déficit l'année dernière et l'année d'avant s'était fait voler la caisse de la manifestation. Et pour le reste, la Madone, c'était une demande de subvention exceptionnelle de 2 000 € liée à des conditions de sécurité un peu plus draconiennes et qui ont généré un coût supplémentaire à payer à la gendarmerie. Alors, moi je me dis qu'on ne peut pas, comme ça, délivrer des subventions. Moi je souhaiterais que ce soit rediscuté en commission, la commission de Paul, en même temps qu'il y aura sans doute des demandes de subventions sur le budget 2019 sur ces manifestations, pour qu'on ait une approche globale et qu'on définisse peut-être une doctrine, parce que à chaque fois qu'il y aura un déficit, on risque d'être sollicité, et comment répondre? Moi je ne devrais pas dire ça, mais je le dis un peu, on ne peut pas fonctionner à guichet ouvert, c'est pas possible, et il faut qu'on ait vraiment une analyse fine. Alors on a eu des éléments que j'ai reçus de la part de Visio, là, j'ai regardé rapidement tout ça, mais je souhaiterais moi que ce soit examiné vraiment sur le fond. Et pour ne pas mettre en difficulté, c'est sur les associations, parce qu'elles participent de l'animation locale, mais on risque d'être sollicité autant que de besoin, et il faut qu'on ait une forme d'équité et de cohérence dans nos interventions. Et donc j'en ai parlé, Olivier Paul. J'en ai parlé aussi avec le vice-président chargé des finances, et on propose que rapidement, vous regardiez ça à l'appui aussi des demandes. C'est pas une fin de recevoir, c'est d'approfondir un peu la question pour qu'on ait une approche vraiment pas identique, mais équitable. Vas-y. Ça marche? C'est bon? Oui, si on sollicite une subvention, bien sûr, c'est pas au gaieté de cœur. Franchement, on préférait en avoir besoin. Mais il se trouve que c'est vrai que notre chance, tant que c'est en 2014, c'est volé la caisse de restaurant soir dans le pied 12 000 €, c'est encore rien. 2015, on fait l'année de près correct. 2016, gros coup de chaleur, pareil. Le restaurant pour marché, donc on a encore fait un petit déficit. 2017, bon, c'était correct, et puis là, l'année dernière, la flotte de la journée. Donc on a quand même un gros budget avec un budget de 80 000 €.
avec des groupes. On s'attire quand même entre 8 à 10 000 personnes tous les ans. Hein. 7 000 entrées payantes, vous entendez tous ceux qui sont pas, qui bossent des jeunes, tout ça c'est gratuit. Et là, je trouve que à force de piocher dans les réserves, il est nul. Et on peut tout régler, bien sûr, si on règle tout, il ne reste plus que 5 000 €. 5 000 €, on va repartir. Repartir avec 5 000 €, c'est. Nous, il faut 15 000 € quand même en fond de caisse pour être bien sûr d'au moins tomber sur nos pieds, ou si on perd de l'argent, de ne pas mettre le comité en déficit et les bénévoles dans la panade. On a vu quand même chez nous, un exemple, c'était sincèrement sur Rousse, où on avait quand même déposé le bilan, puis il a fallu. On devait retirer un échec au président, c'était varié, on a traîné ça pendant longtemps. C'est pour ça que, comme quand même la communauté de communes participe à différentes soutiens à différentes, disons, manifestations, quand même. Bon, je pense que les jumeaux à Pécadec, ils ont dû avoir la subvention. Le festival photo à Gacilly, il y a une subvention aussi. Là, c'est que la commune, l'association, je crois. La commune. Le festival photo à Gacilly, c'est la commune. Ah non, c'est une association autonome. Ouais. Ils ont 20 000 € tous les ans, c'est ça? Ouais. Donc, sur un budget de 800 000. Ouais. C'est un budget, oui, mais. Ouais, mais. Et la Gacilly, c'est quand même pas l'ISO non plus, quoi. C'est pas quoi? J'ai regardé vite fait, la dotation de compensation, la Gacilly, ils vont avec les autres communes, c'est 1 500 000 avec quelques poussières, oui, 1 520 000. Les autres, c'est 3 000 €, la dotation de compensation. Donc. Ouais. Alors, je vais pas dans le même cours. C'est pour ça que la commune ne peut pas se permettre non plus de subventionner le déficit. Depuis la nouvelle communauté de communes, on n'a jamais versé de poser la question de subvention au festival, la communauté. Si. Non. Avant non, jamais. Encore. C'est une question. Non, on ne demandait pas, parce que quand on n'a pas lieu de demander des subventions, quand il montre qu'on fonctionne sans, c'est exceptionnel, c'est tout. Donc, c'est pas une fin de mon souvenir, mais on va vraiment regarder ça dans les détail. Je comprends ce que tu dis, d'autant plus que vous n'en avez pas bénéficié avant. Je disais à Pierre en aparté que peut-être aussi qu'on pourrait examiner de manière globale, je ne sais pas si c'est possible, un système d'assurance dont on prendrait la charge en cas, par exemple, de problèmes météorologiques ou de problèmes qui soient d'imprévus. Je sais que ça existe. Ça coûte peut-être cher, mais si c'est mutualisé, peut-être qu'on pourrait trouver nous. Nous, on a pris venir pour Triade aussi l'année, ouais. Donc 98. On n'a plus d'assurance, c'est un spectacle, donc c'est bien défini. Si on ne peut pas le faire, on annule. L'assurance répond, mais par contre, sur une journée, c'est compliqué. Compte tenu du volume de choses qu'on a annulé, c'est pas une manifestation, c'est pas un spectacle. Non, mais je veux dire, on apprendra nous collectivement, à la communauté. Il faudrait qu'on regarde, ça, les grosses manifestations, ça peut être une solution. Sur le reste, on va examiner. Yves. Oui, je voudrais intervenir pour parler un peu de la Madone, du team de la Madone. C'est vrai qu'on n'est pas là en train de renflouer le team de la Madone, c'est un cas un peu particulier à ce qu'il vient de dire en préambule, mais le team de la Madone n'a jamais demandé de subvention. Ce qu'on donnait à Port-Carreau, c'était les organisateurs du festival, du concert. Il y a 3 associations, 4 qui travaillent sur ce dossier, et le team de la Madone a récupéré depuis 1 an ou 2, a récupéré la responsabilité de la balade des motards, ce qui est l'élément, pour moi, l'élément dominant de la Madone de Port-Carreau, cette balade. En tout cas, ils en ont pris la responsabilité, ils en ont forcément des charges, et ils se sont un peu fait piéger par la gendarmerie qui leur a demandé, qui demande forcément une convention, il faut payer le service de tous ces militaires, gendarmes, et ils se sont un peu fait piéger puisqu'on leur a demandé de faire des efforts en termes de formation pour qu'il y ait moins de gendarmes sur la route. Ils ont fait ces efforts, ils ont formé une centaine de motards accompagnants, habilités, et malgré tout, la convention n'a pas baissé dans son prix. Ils se sont retrouvés coincés comme ça, mais ils n'avaient jamais rien demandé, ils ne savaient pas d'ailleurs, alors qu'on verse à l'autre entité, mais ça c'est un autre sujet. Et en plus, pour cette année, ils sont hors délai, donc ils ne vont pas non plus demander cette année parce qu'ils ne savaient pas faire. Donc là, moi je pense qu'on est dans un cas un peu particulier. Ils ont besoin de ces 2 000 € pour boucler la dépense gendarmerie, et ils n'ont pas de recette. La balade, il n'y a pas de recette. À part, certains diraient, une quête. Mais bon,
on est quand même dans un cas particulier, c'est pour ça que je me permets d'insister pour ces 2000 € qui sont venus tardivement, parce que ces gens-là ne savent pas comment faire. Il faut qu'ils rentrent dans la boucle, ou peut-être que l'on revoit, nous, notre distribution dans ce qu'on donne à Porcaro, qu'on donne à deux entités et non pas à une seule. Mais là, on est dans un cas particulier, le délai est passé. Là où il serait plus loin. Juste pour rajouter de ce qui a été dit, la formation des accompagnateurs a été payée entre 1005 et 2000 € je crois, pour former les 100 accompagnateurs auprès de la gendarmerie. Qui en fin de compte ça ne servit à rien puisqu'il y avait autant d'accompagnateurs, autant de gendarmes derrière. Donc ils ont quand même déboursé pour... Ils ont un système de forfait, alors que qu'ils viennent à 12 ou qu'ils viennent à 30, c'est le même prix. Oui, oui. C'est la peine. Hein. Non, c'est pas la peine, tu as raison, mais on ne sait pas faire autrement encore aujourd'hui. Ça apparaît maintenant parce qu'avant c'était Porcaro Village Bâtard qui avait la gestion de l'ensemble. Et là donc maintenant ça a été scindé sur la manifestation entre le 14 du soir où il y a les concerts et les cérémonies du 15 et le 15 après-midi la balade qui est gérée par Team Madone maintenant. C'est récent. Il y a 2 ans en effet comme tu dis. Il n'a pas les recettes, c'est Porcaro Village Bâtard qui fait les rentrées, y compris donc les buvettes, etc. Et Team Madone n'a pas de recettes proprement dites. Et ce que je disais, Pierre, c'est que Porcaro Village des Motards a demandé une subvention cette année, cette année, on n'en demande pas d'ailleurs pour l'année prochaine, mais on a demandé cette année, l'a reçue et l'a gardée intégralement. On l'a gardée pour eux. C'est la vérité, ça, c'est pas sûr. Ça. Enfin, ils doivent y participer, mais pas suffisamment, peut-être. Donc moi je pense qu'on est quand même dans un cas un peu particulier, on n'est pas en train de créer des précédents. Il est plus sur le côté malade. Nous, quand on a donné au niveau de la communauté de communes cette subvention, elle aurait dû être plutôt mise au Team Madone. Maintenant, je pense qu'il faut pousser notre association à donner un complément à Team Madone. On est d'accord. On est d'accord. Ça permettrait à nous. C'est difficile de s'arranger entre associations, c'est peut-être plus facile pour nous de répartir. Ouais, pour cette année, c'est trop tard. C'est trop tard pour cette année de toute façon. Et pour l'année prochaine aussi, puisque le team n'a rien demandé. Ils sont encore délai. On sera encore dans de l'exceptionnel s'ils présentent quelque chose. Donc moi je vous demande de voir, pour ces 2000 € de voir si on peut quand même le traiter à part. On n'est pas en train de faire un appel d'air avec des... Oui. Concernant toutes ces manifestations donc, sur le territoire, qui contribuent donc, à l'animation du territoire, je pense qu'il ne faudra pas juste le regarder par l'angle du financement à une association, mais plutôt comme étant une animation, et donc ça devrait être plutôt géré par le tourisme, il me semble. C'est peut-être le cas, hein, je ne sais pas, mais ça c'est peut-être... Non, c'est un peu compliqué déjà, c'est une subvention. C'est toujours un peu compliqué, Paul, mais bon, on va y arriver. Mais là, il s'agit vraiment d'animation du territoire. Je veux dire, tout ça, ça draine des touristes, ça draine du monde, ça anime pendant l'été. Je pense qu'il faudrait qu'on le voit par cet œil-là. Oui. Pas simplement par le coût que ça peut... ça demande à la collectivité. Ce sera le cas pour les prochaines analyses de demande de subvention de 2019. Des commissions thématiques seront amenées à examiner les différents dossiers. Ok, donc moi je reste sur la ligne que j'ai dite, c'est-à-dire de réexaminer ça, même si c'est une demande particulière, quitte à ce qu'on déroge sur les délais, mais qu'on ait la même approche, quel que soit le montant des subventions. Parce qu'on ne peut pas faire de cas particulier si on décide de regarder cette question. Ça ne signifie pas que c'est non plus une fin de non-recevoir. Et donc assez rapidement, pour que dès les orientations budgétaires en février, on tranche sur cette question. Oui, en plus. Donc moi, je propose qu'on ne se prononce pas sur cette question et qu'on la voit à un prochain conseil communautaire et que, Paul, tu ailles vite là-dessus. Ensuite, nous avions vous proposé une modification de la composition des commissions, puisque vous savez qu'il y a 10 commissions, c'est ce qu'on vous indique. Et pour que les choses soient bien claires, donc chaque commune est représentée par un élu ou un suppléant, ce serait naturellement possible à la condition qu'un seul siège
Sur le reste, on s'aperçoit que des fois, et c'est mieux de le fixer, on est amené, vous êtes amené en commission à auditionner des professionnels ou d'autres personnes, ou des experts, c'est de dire que c'est possible. Et dernier point, toutes les interventions extérieures aussi, le conseil de développement qu'on a réuni il n'y a pas longtemps, dans certaines commissions, pas dans toutes, en fonction des sujets traités, qu'un ou deux membres du conseil de développement avec voix consultative, naturellement, puissent, autant que de besoin, et à la demande du président ou des membres de la commission, puissent siéger pour qu'ils s'imprègnent aussi du fonctionnement en interne de notre institution. Donc ce ne sont que des modifications un peu à la marge, mais ça ne coûte rien de les afficher de façon à ce qu'il n'y ait pas de contestation possible sur le plan juridique et sur le plan du contentieux, parce qu'il faut être de plus en plus méfiant aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous n'en pensez rien, donc ça veut dire qu'il nous dit bon sang. Si, moi, c'est déjà comme ça. J'irais volontiers dans le sens d'une souplesse, parce que j'ai le souvenir d'un incident qui s'est produit, que j'ai provoqué malgré moi, et puis ben, il n'y a toujours pas de solution. C'est la clé, toi. La souplesse là-dessus, ça fait bien. C'est la clé. Parce qu'il y avait une histoire de mère et de... Oui, voilà. Corinne Marchand, qui était la déléguée, ne pouvant pas y aller, m'a dit bah, vas-y à ma place. Et là, on était vraiment dans un cadre juridique très strict, et toutes les délibérations de la CLEP, qui nous met un avis qui est soumis ensuite au conseil communautaire, auraient été invalidées. Là, c'est une commission. S'il peut y avoir plus de souplesse pour les fonctionnements. C'est le conseil communautaire qui, par délibération, a fixé le nombre de commissions. Leurs représentants, il y avait un élu, les maires étaient, les communes étaient toutes représentées, au moins par une personne, voire par un suppléant. Et là, on me dit de demander aux communes de reconfirmer le nombre du titulaire et du suppléant pour que les choses soient bien claires. Sur le reste, même si ça se faisait, c'était pas officialisé. Là, ça allait par une délibération. Et donc, c'est aussi bien que ça le soit. C'est ça que je veux dire. Tout comme ça, il n'y a pas de quiproquo derrière. Alors, c'est pareil pour ici. Comme je suis le seul conseiller communautaire de la commune, c'est mon premier adjoint qui doit être... dans l'ordre du tableau, oui. Dans l'ordre du tableau, mais il se trouve que mon premier adjoint, il n'est absolument pas disponible en semaine et il ne pourra pas revenir. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit plus premier adjoint pour pouvoir... Est-ce qu'il faut... Donc, il y a une carence de la loi. Ça ne peut pas être le deuxième dans l'ordre du tableau. Ça peut être que le premier. Et c'est pas nous qui l'avons un... S'il y a quelque chose à aménager, ben, je suis preneur aussi, parce que si un jour j'ai une possibilité... c'est pas nous. Et donc là-dessus, par contre, si tu n'es pas là, tu peux donner pouvoir à quelqu'un. Ah, bah, Tréal est peut-être un cas impossible, je suis désolé. Tu peux donner pouvoir, par contre. Bernard, c'est pas là. Ouais. Ouais. Pour mettre à jour le grand tableau, me dit-on, pour désigner qui est titulaire, qui est suppléant. Donc il n'y a pas d'autres remarques. Donc je mets pas d'abstention. Pas de vote contre. Au niveau des associations ou structures représentatives, ce serait combien de personnes? C'est juste une personne à chaque fois d'association? Ouais, je pense. Et puis, pour le conseil de développement, ça peut être une ou deux. Un titulaire et un suppléant, entre guillemets. De façon, parce qu'ils ont besoin de s'imprégner, on les a entendus l'autre jour, et qui s'imprègnent aussi du fonctionnement de l'institution. Et ils ont une vision intéressante, qui est une vision un peu intercommunautaire, intercommunale aussi en même temps. Et ça permet de donner un peu plus de visibilité. Donc je considère que c'est adopté à l'unanimité. Je passe ensuite la parole à Pierre sur les problèmes de finances. Merci. Alors, le premier point en finance, c'était la mise à jour du règlement de facturation de la redevance des ordures ménagères. Donc, comme vous le savez, hein, l'évolution du mode de collecte des OM nous amène à faire une mise à jour du règlement, hein, en tenant compte bien sûr des particuliers mais aussi des professionnels. Donc le règlement, la proposition qui nous a été faite, chacun a reçu le règlement, hein, par mail ou par courrier. Bon, il n'y a pas de choses particulières, hein, c'est une fois encore c'est un toilettage, et puis on a remis un certain nombre de précisions, hein, qui nous éviteront d'avoir des questions à venir. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce règlement, hein, qui a été donc validé par la commission, hein, des déchets.
qui ont travaillé pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de document cohérent et qui s'applique facilement. Et une fois encore, que l'on ait le moins de questions possibles à se poser. Donc, dans le document que vous avez reçu, il y a toutes les modifications figurées en jaune. Bon, il n'y a rien de, une fois encore, rien d'exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement? Pas de questions? Je me vois abstention. Vote contre. Donc c'est à l'unanimité. Je passe au point suivant sur la demande de subvention ou de fonds de concours plutôt pour Serran, la construction d'un pôle de rugby. Bien, comme vous le savez, nos amis de Serran sont en train de mettre au point la construction d'un pôle de rugby, notamment pour développer le rugby en Bretagne. C'est un dossier qui nous avait déjà été présenté, qu'on n'avait pas accepté, simplement que nous savions par derrière que nous avions le proposé au niveau du contrat de ruralité pour qu'ils puissent bénéficier des 50 000 euros. Donc au niveau du contrat de ruralité, ça nous avait été dans un premier temps dit que c'était d'accord, ça nous a été refusé ensuite parce que les fonds ont été attribués différemment en préfecture. Donc la commune de Serran est revenue vers nous, toujours pour nous faire la demande de fonds concours. Bon, c'est un dossier important, ça vient aussi structurer le territoire en matière de sport. Le rugby, on le sait, c'est quelque chose qui est en plein développement. Ça existe présentement à Malétroit, c'est transféré sur Serran. Ils font un gros effort financier, puisque c'est quand même 850 000 euros qu'ils devront investir. Je crois à juste titre qu'on peut y participer. Sachant que c'est un équipement qui va rayonner au-delà, bien sûr, de Serran. Et c'est un sport que beaucoup de nos jeunes souhaitent pratiquer et ils n'en avaient pas vraiment l'occasion puisque les équipements étaient sous-dimensionnés. Donc voilà en ce qui me concerne ce que je peux vous dire. Donc moi je vous demanderai simplement d'approuver la proposition qui vous est faite ce soir. Alors là, je ne sais pas s'il y a un complément à nous dire. Non, t'as tout dit. Ça a pris, disons, c'est vrai que c'est un investissement de 850 000. En fait, c'est parce qu'on était obligé de refaire des terrains, de refaire des vestiaires. Et normalement, les premiers matchs devraient avoir lieu à partir de janvier sur le terrain de rugby. Ils ont commencé, disons, l'entraînement avec les gamins. Et ils continuent d'intervenir quand même, disons, d'une façon pédagogique dans toutes les écoles du territoire qui le demandent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. J'espère que ça marchera. Pour le moment, toujours, ça fonctionne. Ils ont eu la visite du champion de France du monde. Champion du monde. Tu es plus spécialisé que moi. Moi, je dis souvent, j'essaye de donner les moyens pour que les choses se fassent. Après, je ne pratique pas forcément le rugby, surtout à mon âge. Ils ont du mal à me plaquer. Sinon, si je me plaquais, moi, je peux bien. Effectivement, au niveau du rugby, parce que notre ami est président de, je ne sais plus si on dit de la Ligue de Bretagne, ils font un travail formidable qui est hyper prenant. Je pense que c'est un sport qui a un vrai avenir en Bretagne. Il y a un match international de 3 février, France, Galles, en tournoi à destination, avec les champions du monde, puisque l'équipe de France U20 est championne du monde. Et U20, c'est les moins de 20 ans. Et on peut pas le faire assez bon. On n'a pas la qualité du terrain. Ouais, merci. Et est-ce que vous avez des questions sur ce dossier? Bon, moi je repasse la parole aujourd'hui. Simplement, on se disait, et je le dis ici, mais que s'agissant d'un projet d'envergure régionale, voire au moins de pays, qui serait bien que peut-être la communauté de communes de Blermel, d'un montant identique, attribue aussi une subvention, mais je crois que Alain l'a sollicité. Oui, tu n'as pas de retour? Non, on va la ressolliciter. D'accord. Donc pas d'abstention, pas de vote contre? Non. Donc adopté. Je passe à la moniteur Pala, je vais vous présenter les dossiers relatifs au développement économique. Le premier concerne le parc d'activité de Beauperle-Limbourg. Il s'agit d'une vente de terrain, Monsieur Moiseau. Un terrain de 4400 m² pour une activité de travaux publics. Donc voilà, au prix de 5,50 € conformément à l'estimation des domaines en date de décembre 2018. Je pense que
personne ne va être opposée à cette délibération. Question? Non. Je mets aux voix qui est favorable. Enfin, abstention, vote contre. Donc adopté. Le deuxième point, le parc d'activité du Val-Coric ouest, donc c'est côté Val, dans la tranche 2, donc celle qui est au sud. Hein. Donc il y a eu un permis d'aménager et il s'agirait éventuellement de modifier sur plusieurs points le règlement du lotissement. Jusqu'à preuve du contraire, il lui fait travailler sur un nouveau projet. Il y a nécessité de corriger un petit peu les voies de desserte et donc de modifier le plan de lotissement pour que ce soit conforme à ce plan, d'une part. D'autre part, il envisageait, alors à moins que ça ait changé parce que des fois ça évolue, c'était la création d'une unité logistique d'une part, et deuxièmement d'une unité de fabrication de sauces. Donc c'est simplement des modifications à la marge qui vont être sollicitées auprès de la mairie de Guerre pour qu'il y ait une modification du plan de lotissement. Pas de questions. Abstention, vote contre. À l'unanimité. Alors sur le dernier point, j'aurais dû le dire en préalable lors de l'adoption de l'ordre du jour, mais finalement ça n'est plus justifié. L'idée c'était que, compte tenu que M. Le Maire notamment avait acheté un certain nombre de lots, c'était de vérifier si le fait qu'il achète ces lots, ça entraînait une augmentation de l'autorisation du nombre de lots sur le secteur, d'une part, et qui nécessitait la modification là aussi du plan de lotissement. Et a priori, après vérification auprès des services de l'État, ça n'est pas utile. Je rappelle quand même aussi, où il est, le maire de Goal, il est là, que la règle qu'on a, c'est que quand un entrepreneur acquiert un terrain, il lui appartient de payer les frais de bornage. C'est la règle. Monsieur Le Maire n'a pas l'air d'être d'accord, et quoi qu'il arrive, il devra les payer, sinon on ne vendra pas le terrain. C'est la règle qu'on applique à tout le monde, donc je te charge à l'occasion, si tu le vois, de le lui rappeler. C'est vrai qu'il s'est adressé à moi pour ce problème-là, parce qu'il reçoit un devis sans avoir été averti qu'il fallait qu'il paye les droits de bornage. Sachant que sur la zone d'activité de l'Orient, du temps de la CCVOL, ces frais de bornage étaient pris en charge par la CCVOL. Alors vous savez bien que les entreprises entre elles discutent. Hein, je ne sais pas, avant la CCVOL, c'était avant la CCVOL. Aujourd'hui, il y a une règle qui s'applique partout, on l'applique partout. Voilà, c'est tout. Hein. Donc je te charge de lui transmettre, je lui dirai si nécessaire. Sinon, on ne signe pas avant. Ce sera une condition parce que sinon, si on n'a pas de règle non plus, on ne s'en sortira pas. Donc du coup, on n'a pas à se prononcer sur cette question puisque ça n'a pas lieu d'être. On passe aux questions relatives au personnel. Alors, ressources humaines ou modification du tableau des effectifs que vous avez en annexe 4. Donc tout d'abord, la transformation d'un poste d'attaché catégorie A en un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe catégorie C à compter du 1er janvier 2019, donc au service commande publique. Donc la transformation, c'est le fait de passer de A à C, c'est que c'est aussi lié au transfert de personnel. Historiquement, l'agent qui était en poste auparavant était de catégorie A avant le transfert. Autrement, la création d'un poste d'attaché à temps complet afin d'occuper les fonctions d'animateur mobilité, donc en contrat à durée déterminée de 2 ans. Donc c'est dans le cadre de l'AMI dont a été lauréat la communauté de communes. Et par ailleurs, il y aura une mise à disposition de cet agent auprès du pays de Plermel à hauteur de 20% de son temps de travail. Donc il y aura un travail qui sera conjoint avec Plermel Communauté. La transformation d'un poste de technicien principal de deuxième classe en un poste d'animateur principal de première classe à compter du 1er janvier 2019 afin de pallier en fait au poste vacant qui avait été laissé pour le poste de géomaticien. Donc il s'agit d'une mutation. La transformation d'un poste d'adjoint technique catégorie C en un poste de technicien catégorie B à compter du 1er janvier 2019 pour permettre la nomination de la chef de service collecte des déchets, puisqu'elle est inscrite sur la liste d'aptitude. Ensuite, la modification de la durée hebdomadaire de service d'un adjoint d'animation, donc passage de 23,42 35e à 24,57 35e,
afin de permettre sa mise à disposition auprès de la commune de Carentoire pour permettre les ateliers sportifs. Donc cela correspond à 1h30 en fait par semaine scolaire. La création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet avec 2 missions, notamment ce qui va nous incomber désormais, puisque c'était une mission qui appartenait au pays touristique de l'Oust à Brocéliande, qui désormais va être dissous. Donc on récupère cette mission. Donc c'est la création de circuits et la labellisation et tout ce qui concerne la signalétique des chemins de randonnée. Donc pour 0,6 ETP. Et on comble en fait de façon à avoir un poste à temps plein avec un besoin saisonnier en accueil touristique pour 0,4 ETP, ce qui permet d'avoir un temps complet qui est plus attractif et qui facilite le recrutement. Donc le comité technique du 27 novembre a émis un avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de ces modifications. Merci. Question. Simplement, vous voyez bien qu'il y a des transformations et puis des créations, mais avec des économies, finalement, ça s'équilibre. Si on prend le premier poste, on passe de A à C. Et sur le deuxième, il y a, dans le cadre de l'ANI dont tu parlais, une aide de cofinancement, on a une aide de 100 000 €. Et sur 2 ans, ça couvre largement les charges. Et puis sur le dernier, par exemple, sur la création d'un poste d'adjoint administratif, on le paye au pays aussi. Donc je parle devant le responsable des finances, parce que c'est mieux de le dire que de ses conseils. Donc on essaie de faire en sorte que nous équilibrions notre masse salariale. Et que même s'il y a des dépenses qui apparaissent en plus, il y a des recettes qui apparaissent aussi en plus. Voilà. Quel est l'effectif aujourd'hui en fait, de la Titulaire, 186 titulaires. Bon là, tu l'as dans le tableau annexe là, de QS sous les yeux. Annexe 4. Sur la commande publique, c'est quand même de plus en plus complexe. Catégorie C, ça suffit? Pardon? Sur la commande publique, c'est de plus en plus complexe. Un catégorie C, Oui. ça suffit? Le poste aurait été positionné à ce niveau si on n'avait pas eu le transfert, enfin la fusion, parce qu'on était tenu par la personne qui l'occupait, et cette personne est en dispo de mémoire. Et elle a choisi notre voie professionnelle, donc ça suffit. Et on a consulté le directeur de pôle qui considère que c'est adapté. Et l'agent qui l'occupe actuellement est de catégorie C en fait. Ouais. Pierre, et puis un. Pierre. D'accord. Une question d'adéquation entre le professionnel de A à C, ça peut paraître curieux, quoi. Enfin, c'est justifié. Alain? Oui, non, je veux juste au niveau du poste permet aussi de faire un bureau d'études pour certaines missions. Donc, non seulement on l'aurait payé au pays, c'est remboursé par l'ADEME, mais en plus, ça nous évite une intervention. D'une part, puis ça permet d'afficher que c'est une priorité stratégique pour nous et on aura plus la main, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Pardon. La dernière création là, du poste d'une personne chargée de créer des sentiers de randonnée, tout ça. Il y avait avant, dans le cadre de Destination Brocéliande, là, il y avait un, je ne sais pas si quelqu'un qui allait sur les circuits de randonnée labellisés pour les vérifier. Avec le pays touristique. Oui, avec le pays, oui. Et en fait, le pays touristique est dissous là, à la fin de l'année. Oui, c'est bien. Et cette compétence n'est pas reprise par le pays Permel et Destination Brocéliande. Puisque à Permel Communauté, il y avait quelqu'un qui exerçait cette mission. Et du coup, à nous aussi, en tant que communauté de communes, d'exercer au même titre cette mission. Alors, c'était un travail qui était important. Parce que dans nos petites communes où on gère l'entretien de ce genre de sentier, il y a quand même 13 km à Saint-Laurent de sentier, d'avoir quelqu'un qui le fait, qui le faisait régulièrement, c'était important. Hein. Oui, ben, c'est pour ça que c'est proposé à la création de poste, pour que ce soit... D'accord. Donc ça va faire partie de ce qui était fait avant par le pays. Oui, par le pays touristique. Oui. C'est tout ce qui est création, labellisation. On n'est pas sur l'entretien des chemins de randonnée. Hein, c'est l'identification, la labellisation. L'extension éventuelle. C'était effectivement le pays touristique qui exerçait cette mission-là.
On reprend cette compétence et on va ouvrir le recrutement pour trouver la personne qui va se charger de ça. D'accord. Qui vérifiera que tout est bien entrecoupé et le site est bien balisé, c'est ça? Voilà. C'est ça. D'accord. Contrôle et puis les fonctions éventuelles. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie abstention, vote contre. Ok, merci. On passe au transfert de personnel lié aux prises de nouvelles compétences. Donc, 2 équipements dotés en personnel ont été reconnus comme étant d'intérêt communautaire. Donc, il s'agit du centre culturel Le Belvédère à Guères, avec un transfert au 1er janvier 2019, et de la piscine couverte située à Guères, donc avec une dissolution prévue du CIGEP au 1er septembre 2019. Donc, voilà, ça sera en cours d'année, avec le transfert du bâtiment au 1er janvier, mais le transfert du personnel au 1er septembre. Donc, s'agissant du centre culturel Le Belvédère, donc, il y a le transfert de l'agent qui occupe les fonctions de médiatrice culturelle et donc un maintien de ses missions, et donc à compter du 1er janvier 2019. Pour le CIGEP de Guères, il y aura transfert donc, au 1er septembre de 8 agents occupant les fonctions donc, assistantes de gestion, agents d'accueil et d'entretien, donc concernés 3 agents, un chef de bassin MNS et 3 MNS. Donc ils garderont toutes leurs missions excepté l'assistante de gestion du syndicat. Donc il y a toute une réflexion qui est en cours pour retravailler sur sa fiche de poste. Donc ce dossier a été soumis à la commission administrative paritaire au centre de gestion et elle sera à nouveau saisie pour le transfert du personnel du CIGEP. Merci. L'agent du centre culturel, c'est un agent de catégorie B pour votre gouvernement. Et c'est la règle qu'on applique et qui est à mettre en œuvre comme indiqué. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre, tout à l'heure, parlera un peu d'un dossier, un peu qui déroule nous en sommes sur la piscine de Malétroit, puisqu'on a bien avancé. Elle était temps déjà. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, merci. Ce sont tous des temps complets pour la piscine ou on va donc avoir une clé sur ces sujets. Oui. Oui. Et sur le mode de gestion. Le président du CIGEP, c'est Philippe. Sont-ce des temps complets? Oui. Non. Non. L'accueil, on a un temps partiel. Le reste 17h30. D'accord. C'est vrai que nous on prend l'habitude dans ce soir, mais ça passe devant une claque. Ah oui, pardon, bien sûr. Pardon. C'est ce qu'il vient de dire. Ah, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est bien commandé. Il y a un transfert de charge. Ah bah oui, bien sûr, c'est la solution de concession. Oui, ce serait très intéressant. Et on a essayé. On n'a pas qu'on oublie. Ok, donc je considère qu'on a adopté ce bordereau. On passe à l'espace autonomie senior. Oui. Merci. Alors, vous savez qu'un nouveau schéma départemental de l'autonomie a été adopté, donc les missions des espaces d'autonomie et de territoires d'intervention notamment ont évolué. Les territoires Fleur-Melay du sud-est Morbihan, hors territoire de fédération, donc seront couverts au 1er janvier 2019 par un espace autonomie. On appelle ça maintenant un espace autonomie, et plus comme avant un espace autonomie senior. Espace autonomie qui va être porté par le pays de Pleuramel. Donc il y a eu un appel de projet qui avait été lancé par le conseil départemental du Morbihan. Et dans le cadre de la réponse à l'appel de projet, nous aurons 4 communautés communes, Sud-Bretagne, Luce-Abrocéane communauté, Pleuramel communauté et Questembert communauté, ainsi que 3 communes, Clermont-Ferrel et Pennetin, qui vont participer à la construction du service. Alors, vous avez sur la page suivante les missions qui vont être retenues par l'espace autonomie au 1er janvier 2019. Ce sont des missions classiques: accueil et information auprès des personnes âgées, la gestion des cas simples et complexes, la coordination et l'observation des besoins et le déploiement du dispositif Maya. Et dans le courant de l'année 2019, c'est la nouveauté, nous avons les agents notamment de notre comité commune pour être formés par la maison départementale de l'autonomie afin de pouvoir répondre, au moins donner un premier niveau d'information aux
auprès des personnes en situation de handicap. Étant donné que les 4 communautés communes et les 3 communes ont voulu maintenir un service de proximité, de qualité, donc ces collectivités ont fait le choix de participer financièrement à ce service et de mettre à la disposition leurs agents via une convention de service unifié que vous avez dans l'annexe 5. L'objet de la convention qui est décrite, vous avez la gouvernance de l'espace autonomie Est-Morbihan, le fonctionnement avec les volets ressources humaines, comment vont être gérées les ressources humaines et le mode d'organisation, et enfin le financement. Alors des éléments à retenir, vous voyez apparaître dans la délibération, l'effectif. Donc vous allez avoir 17 personnes en tout, responsables, pilotes Maya, 3 chargés d'accueil, 7 chargés d'accompagnement, 3 gestionnaires de cas complexes, 1 chargé de mission, c'est l'équivalent de 13,8 équivalent temps plein. Le siège de l'espace autonomie va être basé à Malais 3 et les antennes vont être situées sur Ploermel, Guerre, Malais 3, Questembert et Musillac. Pour information sur notre territoire, à Guerre, au centre ressources, l'ouverture au public sera proposée le lundi, donc toute la journée, le jeudi après-midi, et sur Malais 3, l'antenne Malais 3, on aura un accueil qui va être proposé au public durant toute la journée, de 9h à midi, de 14h à 17h. Alors le financement qui est proposé, quand vous regardez le détail dans l'annexe 5, vous voyez, il y a un critère qui est retenu des plus de 75 ans par commune. Sur la précédente convention à laquelle on avait adhéré, le calcul était fait avec un critère de plus de 60 ans par commune. Alors vous avez tout un système de calcul qui est retenu pour déterminer notamment le reste à charge qui va être réparti entre les 4 communautés communes et les 3 communes. La présente convention qui vous est proposée, elle prendra effet donc au 1er janvier 2019 et elle va être reconduite par tacite reconduction jusqu'à la date d'échéance du CEPOG qui interviendra au 31 décembre 2023. Et ensuite on pourra envisager un éventuel renouvellement. Voilà, donc si vous avez regardé peut-être de près, je ne sais pas, le contenu de l'annexe A5, donc on vous propose dans le cadre du Conseil communautaire d'adopter le principe de convention de service unifié, tel qu'il est présenté, d'adopter la mise à disposition de 2 agents titulaires, donc comme on l'avait auparavant, à hauteur de 60% de leur temps de travail. Donc ce sont nos 2 agents communautaires classiques qui vont se répartir notamment pour motiver le territoire OBC actuel. Donc voilà ce qu'on vous propose, si éventuellement vous avez des questions par rapport à cette convention. L'idée c'était effectivement l'inauguration le 10 janvier, me dit-on, à 11h, on a les 3 de nouvel espace. Il a dit, on a répondu à un appel à projet du conseil départemental, donc, qui sont plus sur une base de 9 et quelques postes, je crois, eux, et le différentiel est à prendre en charge par les communautés de communes pour arriver aux 13, là, et normalement, par rapport à ce qu'on donnait préalablement au pays, la contribution devrait être un peu moindre, avec un service qui sera meilleur. Et nous, l'intérêt qu'on avait, on était allé avec Gaël et puis avec Paul, c'était de conserver le siège à Malais 3 et en même temps de bénéficier d'un accueil à Malais 3, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et ça permet une meilleure articulation, c'est plus au centre du territoire des différentes communautés de communes qui sont concernées. Donc c'est un service d'abord pour les personnes handicapées, et ensuite dans un deuxième temps à destination des personnes handicapées. Et les personnels qu'on mettait à disposition restent dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. 2 fois 0,60 de mémoire. Donc je trouve que c'est une avancée intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous invite sinon le 7 janvier, 8 janvier à 11h à participer à l'inauguration qui aura lieu au siège, donc ils seront installés dans la pépinière. L'accueil, les permanents sont dans la pépinière à proximité du siège de la communauté de communes. Et on aura un loyer, on aura une grosse surprise. Faut le chercher le reste. Donc c'est la question qui s'abstient, qui vote contre. Ok, merci beaucoup. Un dernier point, Pierrick, sur la remise de pénalité à la piscine. Tu veux dire un mot sur la... Oui, avant d'aborder ce dernier point, peut-être quelques infos concernant l'évolution du dossier administratif
de la piscine. Comme vous le savez, il y avait eu un expert qui avait été désigné par le tribunal. Il y avait une première réunion qui avait été faite avec l'ensemble des entreprises assistées de leurs avocats, conseillers juridiques, etc. Et eux aussi des assurances. Et la volonté de l'expert, c'était de faire le plus vite possible de façon à ce que le chantier reprenne. Malgré toutes ces bonnes volontés, on s'aperçoit qu'au fil de l'eau, les dossiers administratifs de ce niveau, étant donné qu'il y a des enjeux aussi bien au niveau des responsabilités que financières, à partir de ce moment-là, ça a demandé un certain nombre de temps. Et pour les uns comme pour les autres, il était inconcevable de terminer cette année n'ayant pas résolu l'ensemble du dossier administratif. Donc il y a eu, notamment depuis la rentrée, vraiment une volonté, et je dirais avec les services, avec le cabinet Octan, qui c'est vraiment a mis vraiment tous les moyens au niveau de ses équipes pour que l'on avance sur le sujet, et tout ceci s'est fait avec une bonne harmonie, et les relations que l'on a eues étaient vraiment très intéressantes. Bon, après, il a fallu sensibiliser, mobiliser de façon à ce qu'on perde le minimum de temps, parce qu'à chaque fois que nous, on avait quelque chose à dire, il fallait le passer par notre avocat qui renvoyait à l'expert. À chaque fois que... Dire, ça s'appelle. Oui, oui. C'est dire, à chaque fois qu'on avait un dire, eh bien, on devait passer par notre avocat, mais la société Octan devait faire la même chose, et après il fallait faire en sorte que l'on ait des retours rapides, ce qui n'était pas toujours évident, et on a eu un président qui a été très sensible à tout ça et qui nous a bien motivés de façon à ce que l'on fasse avancer les choses. Bon, enfin, tout ceci dit, maintenant ça y est, le dossier administratif il est réglé, on a pu lancer l'appel d'offres est parti, et donc on attend les retours des entreprises pour le 25 janvier, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir recommencer les travaux. Donc pour l'instant, Dominique a eu déjà un contact avec une entreprise, parce que les entreprises doivent prendre contact avec un comité de communes de façon à aller sur les lieux pour pouvoir estimer les travaux qu'il y a à réaliser. Donc on va dire que le dossier administratif va se terminer en même temps que cette année 2018, et on va pouvoir ouvrir une nouvelle page en 2019 pour réussir à finir les travaux, parce qu'il y a des enjeux importants, il y a des entreprises qui commencent à s'inquiéter par rapport à leurs produits qu'ils ont mis en place, qui ne fonctionnent pas, à savoir comment ça va se passer à terme. Donc, bon, enfin, ça avance, et là on commence à voir un peu plus clair. Tu voulais ajouter, Jean-Pierre? Mais c'est simplement que c'est long, 2 ans, ça fait 2 ans. Donc je pense qu'on pourra plonger dans la piscine à la fin de l'année, ou j'espère, mais que tout ce processus, parce que l'expert a un petit peu quand même, moi je le dis, tardé, on est obligé de le tanner à plusieurs reprises, et moi j'en étais au fait qu'il fallait ressaisir le président du tribunal si on n'avançait pas. Mais il faut faire attention parce que ça peut se retourner contre nous, d'une part. Deuxièmement, si on n'a pas toutes les garanties par rapport à l'expert, derrière, en termes d'assurance, ça peut aussi être sensible et nous être reproché. Tout ça pour dire que ça va quand même générer des coûts supplémentaires qu'on a dû estimer entre 800 000 et 1 million d'euros, qu'il nous faut financer, préfinancer. Et derrière, j'espère que le solde sera zéro par le biais de l'engagement des responsabilités respectives. Mais il n'empêche que mais ça a été un travail de longue haleine. Je remercie Pierrick et Dominique Labrage, je crois aussi, qui a passé, parce que ça coûte, hein, le nombre d'heures en termes de contact, d'investigation complémentaire, etc., de réunion. Et donc on est, je pense, au bout du bout. Maintenant, il faut qu'on trouve les fournisseurs. Je ne parle pas du coup d'entretien, ce que je disais, en attendant, à la fois du bâtiment de la piscine et aussi de toutes les installations, pour pas qu'elles se dégradent, puisqu'elles ne fonctionnaient pas. Tout ce qui est électronique, en l'occurrence. Et c'est pour cela que, comme tu le dis, Jean-Luc, il fallait faire très attention. Parce que nous, il fallait qu'on reste sur notre terrain de jeu, parce qu'on ne pouvait pas aller trop loin, même si on voulait aller beaucoup plus vite, parce qu'à partir de ce moment-là, plus on allait avancer, plus on allait s'exposer, et à la limite, à un moment ou à un autre, on aurait pu nous reprocher et nous mettre comme responsable, et à partir de ce moment-là, financièrement, on allait être responsable aussi. Donc c'est pour cela qu'il fallait bien jongler, de rester à notre place, tout en faisant en sorte que tout le monde avance, chacun à sa place. Aussi bien le cabinet que l'expert. Voilà ce que l'on peut vous dire, mais bon,
maintenant, ça y est, on va dire que ce moment il est terminé administratif, et comme vous le savez, c'est jamais ce qui est le plus facile, surtout des dossiers comme cela, qui sont très compliqués. Alors maintenant, eh bien, on va revenir sur la délibération qui vous est proposée, tout simplement parce que l'entreprise Soprema, qui avait en lot la couverture, l'étanchéité, le partage et vêture, avait pris du retard lors de la réalisation des travaux, et le cabinet BR avait donc appliqué les mesures contractuelles, comme cela se passe habituellement. Et étant donné que le chantier est arrêté depuis le mois de mars 2017, cette entreprise est revenue vers nous en disant que, eh bien, il demande la suppression des pénalités, étant donné que le retard qui a été pris, eh bien, ils n'ont pas impacté le retard. Donc on peut les comprendre également par rapport à la situation, eh bien, qu'ils demandent l'annulation des pénalités de retard. Vous avez des questions? Pas de questions, donc je mets abstention, vote contre. Il n'y en a pas. Donc sur le c'est fini, on va passer la parole à tout de suite, juste un petit moment à Isabelle, qui me l'a demandé tout à l'heure, à Guy, notamment qui va nous parler d'eau. Avant, juste, donc on a eu le retour de les compétences PLUI, sport nature et eau, donc la minorité de blocage a joué pour le PLUI, les autres sont adoptés. Simplement, je regardais, j'ai pas tout à fait ça, mais on pourra vous donner le tableau si ça vous intéresse, de qui a voté quoi. Mais 50% des communes, quand même, représentant 60% de la population, étaient favorables à l'adoption de l'ensemble des compétences, y compris le PLUI. Mais bon, la règle est qu'il y a une minorité de blocage possible, donc cette prise de compétence est abandonnée. D'autre part, juste parce qu'après j'ai peur d'oublier, nous avons une cérémonie des vœux ici à la GACI le 25 janvier à 19h30 avec tous les partenaires socio-institutionnels, économiques, culturels. Donc c'est à noter sur vos agendas. Je redis ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'inauguration de l'EAS, là. C'est bien d'être présent aussi, si vous le pouvez. Et sur d'autres questions, non. Je passe la parole à Isabelle d'abord et puis à Guy s'il le souhaite. Vous prenez le micro? Ben oui. Non, je voulais faire dire un petit quelque chose. C'est-à-dire que la DSP du gîte des Laurentides à Saint-Laurent-sur-Rousse, un gîte de 50 lits, a fait l'objet d'un renouvellement puisque l'ancien délégataire, Jean-Claude Nizan, partant à la retraite. Après un premier essai de renouvellement, on en a fait un deuxième. Il y a une commission qui s'est réunie régulièrement pour recevoir les différentes personnes intéressées par la prise de cette DSP. Il y en avait 6. Alors je tenais à dire à la commission ad hoc que celui qui a été retenu, donc Cyril Aspès, est ravi de son travail, est ravi du boulot, de son nouveau travail. C'est bien sûr du travail puisqu'il faut recevoir les propositions, gérer les demandes, recevoir les clients, faire la cuisine, la comptabilité, le ménage, la publicité, les relations avec les structures touristiques du pays, etc. etc. Mais l'ensemble du travail lui plaît énormément et il est ravi. Voilà, je tenais à le dire quand même, parce que ça a été assez pénible. Tout va bien, on est dans des moments parfaits. Ça marche. Oui, simplement ça a été évoqué la semaine dernière en conférence des maires, s'agissant de la modification des statuts d'eau du Morbihan. Donc, Jean-Luc vient de le dire, la compétence eau potable va être transférée à la communauté de communes. Et dans cette perspective-là, donc Eau du Morbihan nous demande de désigner des délégués qui pourront siéger, qui éliront eux-mêmes après d'autres délégués. Donc actuellement, ça fonctionne de manière suivante. Il y a 2 collèges nous concernant sur le territoire, le collège territorial de l'AF, d'une part, et le collège territorial de Douce à Vannes, d'autre part. Donc ce qu'il est convenu
ce qu'il est proposé, c'est que les conseillers, enfin les délégués qui siègent actuellement, pourraient continuer de siéger jusqu'aux prochaines élections municipales, puisqu'il nous reste une année, un petit peu plus. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour siéger à Haut-du-Morbihan, il faut être soit conseiller municipal, soit conseiller communautaire. D'accord? Il y a des conseillers. Donc quand on regarde commune par commune, enfin, je ne sais pas si dans les communes vous avez certainement le nom des délégués, simplement la modification qu'on pourra apporter, c'est qu'on a le cas de René Maurice, qui siège actuellement à Haut-du-Morbihan, mais qui n'est pas lui-même élu. Donc je crois que Fabrice se voir avec lui, à la limite, je pense qu'il n'y aura pas trop d'inconvénients. René, il a dû être préparé un petit peu par notre président, Naomi Carlideris, donc ça pourrait être une possibilité. Et s'agissant au plan, donc moi je n'étais pas délégué à Haut-du-Morbihan, donc j'ai vu avec un de mes conseillers qui me laisse la place en quelque sorte, donc je remplacerai Pascal Josse en tant que délégué à Haut-du-Morbihan. Il y a un autre phénomène, c'est que les Fougerets avaient aussi des délégués, un ou deux, je ne sais plus, mais bon, les Fougerets ne font plus partie de notre communauté de communes, donc je pense qu'il appartiendra à Redon Agglomération, si tant est qu'ils prennent la compétence, d'agir en conséquence. Donc ce qu'on vous propose en fait, mais il n'y a pas besoin de vote, c'est une désignation, il n'y a pas besoin de délibérer, c'est de reconduire les délégués actuels à l'exception de ceux que je vous indiquais tout à l'heure. Merci. J'ai oublié. Vous le faire de manière volontaire ou ça va être fait d'office? C'est fait d'office si vous n'avez pas d'inconvénient. Si vous ne vous y opposez pas, oui. On renomme pas des gens. Non. On pourra communiquer la liste si vous souhaitez. On la joindra au PV. Voilà. D'accord. Merci Guy, j'ai oublié 2-3 choses. Le prochain conseil communautaire sera le 14 février, consacré aux orientations budgétaires. D'ici là, les commissions vont travailler. La règle, je le dis brutalement, c'est qu'il faut vraiment être raisonnable et que ce serait bien que, comme en matière de loi de finances sur le plan national, toutes les nouvelles dépenses, sauf si c'est une nouvelle activité, soient atténuées par une recette en plus. Premier point, donc 14 février. Le deuxième point, oui, j'ai oublié sur le développement économique tout à l'heure de vous dire que sur le parc d'activité du Val-Thorec Ouest, d'accord, donc ce côté Vannes qui est à Guerre, vous aviez 3 tranches. Une première tranche, une deuxième tranche dont j'ai parlé tout à l'heure avec la modification du plan, et une troisième tranche à venir. Sur la première tranche, on était pour parler assez avancé d'ailleurs, pour vendre à l'entrée de la zone, il y avait avant un terrain d'1,5 hectare qu'on a dû répartir en 3, puisque celui qui devait l'acheter a renoncé. Donc il fallait faire 3 lots ensuite, ça nous obligeait à modifier le plan de lotissement. Ce qui a été fait pour permettre d'accéder notamment à 2 des lots en question. Donc la communauté de communes avait sollicité la commune, il y a eu un arrêté qui a été pris, et il y a un recours contentieux contre cet arrêté. Au motif que, normalement, quand il y a ce genre de choses, on doit consulter les colotis. Et si la majorité des colotis qui émettent Canal s'y opposent, on peut poser question. Sauf que nous, on considère que les voies publiques peuvent entrer dans l'espace, et que la bande des 100 mètres, elle appartient à la communauté de communes et doit être intégrée. Auquel cas, la communauté de communes est majoritaire. Tout à l'heure, quand on parlait de la modification du plan de lotissement pour la tranche 2, comme tout appartient à la communauté, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de colotisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne respectait pas suffisamment l'environnement parce qu'on supprime un chemin piétonnier. Sauf que la personne qui fait le contentieux, qui est une entreprise, avait demandé, parce qu'on masquait un peu son image, qu'on abatte des arbres à l'arrière de son bâtiment. D'aucuns appartenaient à des privés, d'autres à la communauté, d'autres à la ville. Moi j'avais dit je veux bien, à une condition qu'on n'abatte pas tout, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et que la visibilité, c'était aussi une question d'enseigne qui était mise perpendiculaire à la 4 voies, au lieu qu'elle soit parallèle à la 4 voies. Puis le dernier point, parce que ça apparaît dans le mémoire, c'est un peu parce qu'un des terrains est vendu à la concurrence. D'accord ? Et donc, c'est dans le domaine de l'automobile. Donc tout ça, je vous le dis parce qu'on avait trois projets d'acquisition. Le garage Morin,
un investisseur amont qui devait faire des bâtiments tertiaires, 5 bâtiments tertiaires en entrée de zone, et puis un organisme de contrôle de véhicules qui s'appelle Securitest qui devait s'installer, chacun prenant grosso modo 5000 m². Donc ça bloque le problème. Donc ça veut dire que des entreprises, une entreprise du secteur empêche le développement économique d'autres secteurs et donc de l'emploi. Voilà. Donc l'entreprise en question, c'est le garage Peugeot. Que moi, je n'ai pas cité de nom, mais donc ça nous retarde. Ça veut dire que moi, j'ai le permis de construire en cours d'instruction pour l'un d'entre eux, qui était opérationnel, il voulait aller assez vite. Et donc ça nous bloque parce qu'on ne peut pas prendre le risque de ne pas dire aux intéressés qu'il y a un contentieux. Alors on est en train de discuter, enfin, pas moi directement, mais d'envoyer des relais, des ici, dominici, pour que peut-être on obtienne qu'il retire son recours. Mais ça m'étonnerait. Et pas de chantage non plus en disant qu'il faut abattre tous les arbres. Enfin, on s'est inscrit dans un dispositif Bretagne Tech Park. D'un autre côté, ils ont des exigences que nous respections dans leur mémoire, les espaces verts, etc. Et eux-mêmes demandent à ce qu'on abatte des arbres. C'est un peu contradictoire. Mais bon, je voulais que vous le sachiez parce que pour qu'on dise que c'est pas du fait de la communauté de communes que des projets sont retardés. Voilà. Donc c'était important que vous le sachiez. C'est tout. J'ai dit 1, 2, 3. J'en ai peut-être oublié en passage, mais je ne sais plus lequel. Je ne pense pas. Je l'ai dit. Communauté de communes, je l'ai dit. La prochaine. Et ce point à l'instant. Voilà. Donc moi je vous remercie pour le travail réalisé tout au long de l'année, hein, les collègues et aussi les collaborateurs qui ne lâchent pas leur peine. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël à tous. Tu vois, merci beaucoup à la donc la semaine dernière, j'ai eu rendez-vous avec le Vanaglo et la communauté de communes de Centre-Morbihan concernant le circuit des randonnées des mégalithes de Lande de Langon. Et Saint-Guillaume en fait partie de ce dispositif. Donc le Vanaglo va monter un projet appel à projet de la région. Donc il faudra sans doute qu'on s'y associe. Je ne sais pas encore de quelle manière, c'est la région fini, mais je vous ai informé de ce futur projet. Alors c'est intéressant parce que par rapport aux touristes qui sont sur la côte toute l'année, ils pourraient remonter vers l'intérieur des terres et pourquoi pas aller jusqu'au Bronzéland. Donc c'est un projet qui est en cours et il faudra faire preuve de ce qui se passe. Merci Robert, on suivra ça. Jean-Luc, tu voulais quelque chose? Remarque, 14 février, c'est vacances scolaires et Saint-Valentin. Est-ce judicieux? Ah, c'est la Saint-Valentin? Bah oui. Ça peut rendre service à certains. Peut-être que ça peut en arranger certains, comme vous dites. On va voir si vraiment c'est rédhibitoire. Bon, juste c'est ça le troisième point que j'ai oublié. Il y a une enquête qui a été faite par l'ADCF. Moi, j'étais pas au congrès de l'ADCF et qui est intéressante et qui traite de la réorganisation des intercommunalités après la loi NOTRe. Par exemple, il y a d'autres points, je ne vais pas tous les citer, la communication, information, les finances publiques, les politiques publiques, et je trouve que c'est intéressant à lire. Est-ce que le projet du territoire est avancé dans votre secteur? Donc on va vous la communiquer, si on peut par le réseau ou par des documents supplémentaires qu'on obtiendra peut-être sur papier. Mais c'est intéressant à lire. Voilà, merci à tous. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être un coup à voir, Agassi, je ne sais pas. Je ne sais pas, on arrive en fin d'année.